Mes frères et sœurs, j'aime bien vous appeler frères et sœurs, parce que vous êtes les miens. Vous êtes les miens. N'allez pas ailleurs. Restez ici. Informez aux autres. Abonnez-vous. Nous devons beaucoup nous abonner ici. C'est un cadre intelligent. C'est un cadre objectif. Un cadre d'analyse. Dépassionné, ici, pas ailleurs. Tout coule. Tout passe. Rien ne demeure. Ainsi dit Héraclite d'Éphèse. On revient aujourd'hui parce que j'ai reçu beaucoup d'appels. Les gens m'ont dit, mais Pascal, est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous apporter la lumière sur cette question de l'Est? Certains sont passés par un débat qu'ils ont vu à la télé avec les anciens cadres de PPRD qui mettaient en cause et qui n'acceptaient pas qu'il y ait eu des accords signés en son temps. Je leur ai dit, c'est qu'ils n'ont pas connaissance des questions d'État. Cette question de l'Est, je ne veux pas aller dans l'histoire très lointaine. Mais je veux vous rappeler, même lorsque nous sommes à 59 et 60, notre ancien Premier ministre, notre héros, Lumumba nous a dit ceci. La Belgique veut balkaniser son pays. Lui n'a pas mâché les mots à son temps. Il avait parlé de la Belgique veut balkaniser son pays. Est-ce que la Belgique pouvait quitter de là jusqu'ici pour balkaniser le pays? Non. La Belgique pensait utiliser d'autres moyens à son temps pour balkaniser le pays. Elle avait tenté à son temps, à 60 et 61, par des sécessions. C'est comme ça qu'on a travaillé l'homme du Katanga ici, les Tchombé, les Kalonji au Kasaï, et pour que on divise le pays. Mais ça n'a pas marché. Parce qu'ils ont eu autre réflexe de gérer le pays selon qu'ils vont se retrouver totalement. Ils vont éliminer les plus gênants, qui étaient les Lumumba, et ils vont rester avec des gens qu'on pouvait facilement manipuler. On arrive à 65, ils vont nous envoyer le ballon qui était Mobutu. Ensemble avec eux, on a su maîtriser non seulement notre pays, mais aussi l'Afrique centrale. Et pourquoi pas l'Afrique tout entière? Nous allons évoluer. Bon, le vent de la démocratie, vous savez que moi, Pascal, je n'accepte pas trop la démocratie. Je n'apprécie pas trop la démocratie. Surtout cette démocratie majoritaire, directe, électorale, je ne l'apprécie pas trop. On arrive à 90, les choses commencent à tanguer. Mobutu va partir aujourd'hui, va partir demain. Va partir aujourd'hui, va partir demain. Ceux qui auraient dû prendre le pouvoir pour asseoir les intérêts de la population, les mêmes décideurs n'ont pas facilité les choses. Ils n'ont pas facilité les choses à l'UDPS, ils n'ont pas facilité les choses à notre feu Etienne Tshisekedi et le reste de l'opposition. À la grande surprise, les mêmes vont nous fabriquer quelque chose de la libération, je dis bien quelque chose de la libération, parce que le pays ne devrait pas être libéré par les étrangers. Et la conséquence, on arrive à 97, les étrangers entrent ici, en tête, Laurent Désiré Kabila, mais ces étrangers occupent de hautes fonctions de l'armée ici, chef d'état-major. Et c'est tout en étant avec ses frères ici que Laurent Désiré Kabila va se rendre compte et informer maintenant à ses frères que ceux que vous voyez ici sont des aventuriers, ils ne sont pas congolais, nous devons les chasser.
et nous allons parvenir à les chasser. En les chassant, ils vont aller maintenant s'agglutiner ailleurs, à l'est, constituer un autre mouvement. Son mouvement, nous allons appeler RCD, qui va mener la guerre pendant longtemps, et nous allons enregistrer beaucoup de morts. Et les mêmes vont tout faire pour éliminer celui qui les a chassés d'ici. Et on va éliminer Laurent Désiré Kabila. On va prendre Joseph Kabila, il prend le pouvoir. Il prend le pouvoir et on va trouver la semblant d'accalmie de la guerre à l'Est. Parce que simplement, on va envisager finalement un échange. On va se retrouver à Sun City autour de tous les belligérants et réfléchir sur comment asseoir la paix. Le partage du pouvoir sera fait. On va revenir à Kinshasa. Transition de 3 ans, 2003 jusqu'en 2006. 2006, on organise les élections. Nous allons pondre une constitution qui passe par le référendum. Et nous aurons la constitution qui va nous permettre d'avoir les élections en 2006. On organise les élections. Aussitôt sorti des élections, c'est la guerre. C'est les armes qui sont prises. Par le CNDP cette fois-là. Nkunda en tête. Toujours à l'Est. C'est alors que le malheur d'aujourd'hui va commencer. Avec les textes qu'on va signer à l'occasion. Pascal Orange. Le 23 mars 2009, le gouvernement de Kinshasa va signer un accord avec le CNDP de Nkunda Batouare. 4 dispositions très gênantes vont se retrouver dans cet accord. Sauf un Congolais lucide ne pouvait pas accepter qu'un quelconque Congolais puisse apposer sa signature sur un tel texte. Quelles disent ces dispositions inquiétantes? 1. L'intégration politique des cadres de CNDP. Peut-être que ça ne pouvait pas poser problème parce qu'il y avait aussi des Congolais. Mais imaginez s'il y avait aussi des Rwandais. Donc on devrait les intégrer. 2. L'intégration dans notre armée des militaires CNDP, que nous savions qui étaient des Rwandais. On devrait maintenant les intégrer dans l'armée. Déstabilisation de l'armée. 3. Retour des réfugiés congolais qui sont au Rwanda. Nous nous posons jusqu'ici la question, quels sont ces réfugiés congolais qui sont au Rwanda? Et c'est là la logique de la déportation. On chasse nos autochtones de la partie Est par des guerres récurrentes. Les espaces vont rester vides. Et on va prendre ces gens, les installer pour occuper les espaces. Et 3, la création d'une zone commerciable à l'Est pour faciliter le développement. Et Raymond Tshibanda prend le stylo, il appose sa signature. Le 23 mars 2009, le malheur commence. Le CNDP va venir ici, va faire partie de majorité présidentielle. Kouya Diallo, paix à son âme, il était secrétaire général de MP à son temps, va intégrer le M23. Nous allons évoluer. On a organisé les élections de 2011, n'ayant pas rencontré leurs attentes, parce que cet objectif avait été atteint, la transformation du mouvement en parti politique, ils vont reprendre les armes. En 2012, la reprise des armes va trouver une justification sur le non-respect de l'accord signé le 23 mars 2009. Par conséquent, nous devenons mouvement 23 mars. C'est cela le sens de M23. Ils prennent les armes. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut encore échanger. Cette fois-là, ils vont avancer jusqu'à prendre Goma. Lorsqu'on prend Goma, on réfléchit qu'il faut d'abord trouver la paix,
nous allons nous retrouver à Addis Abeba. À Addis Abeba, le 14 février 2013, nous aurons un accord de paix d'Addis Abeba pour le développement de la RDC. Parmi les interdits, on dit au pays de ne pas appuyer les rebelles contre notre pays. De là que nous avons ici la commission de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. L'accord cadre d'Addis Abeba est né du fait de M23 de faire sa guerre jusqu'à prendre Goma. Et on va prendre cet accord à Addis Abeba. Après, nous allons continuer les échanges avec le M23. Et c'est comme ça que nous allons nous retrouver à Kampala. À Kampala, on va prendre même une délégation parlementaire. Je dois vous rappeler ici, mon vieux, paix à son âme aussi, Christian Badi-Bangui, va se retrouver à Kampala. Malheureusement, du retour, il n'a pas traîné, il est décédé. Peut-être qu'on l'a mal fait. À partir de là, considérant ses différences, ses anciens discours contre le régime, contre le Rwanda, ainsi de suite, mais il était parti s'exposer malheureusement. Quand il est rentré, malade, 2 jours après, il est mort. Ils vont se retrouver à Kampala. À Kampala, on va prendre un texte. Tout le monde est d'accord. La date de la signature convenue, le 11 novembre 2013. Mais le 5 novembre, on va nous donner l'impression d'avoir gagné la guerre. Le 12 décembre 2013, contre tout étonnement, d'abord on a gagné la guerre, mais on signe accord à Kampala, et finalement on se retrouve à Nairobi. Cette fois-là pour faire 3 déclarations. Le gouvernement de Kinshasa fait une déclaration, le M23 fait une déclaration, et le facilitateur qui était le président ougandais fait la déclaration. Quel piège, on considérait que l'Ouganda n'était pas concerné. Il fait une déclaration. Devant le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et on a posé la signature. C'est là le malheur. Et c'est comme ça que vous avez suivi le chef de l'État vous dire, s'il y a eu délégation d'un 23 ici, en RDC, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur, Kankonde, qui les a fait venir. C'est sur base de ces textes signés à l'international qui avaient un caractère dominant sur nos lois, au regard de l'article 215 de la Constitution. Les problèmes sont à ce niveau. N'ayant pas trouvé solution, on organise les élections de 2018, 2022, ils prennent encore les armes. Quel est le constat que vous pouvez dégager, chers frères et sœurs? À chaque fois que nous organisons les élections, 2 ans après, il y a guerre. 2006, on a élection. 2007, 2008, 2009, nous avons guerre. 2011, nous avons élection. 2012, 2013, nous avons guerre. 2018, nous avons élection. 2022, 2023, nous avons guerre. À chaque fois que nous organisons les élections, il y a guerre. Ça veut dire qu'on ne veut pas nous permettre de nous organiser, d'asseoir ce que nous avons accepté comme élus pour promouvoir le développement de notre pays. Le secret, c'est celui-là. Mais pourquoi? Parce qu'on veut nous mettre dans cet état. Et qu'on chante Kagame comme bon gestionnaire. Et qu'il signe des accords avec Kagame. Comme vous aviez suivi, accord sur le minerai. L'Union européenne et le Rwanda. Sachant que le Rwanda ne produit pas les minéraux. C'est les minéraux du sang que le Rwanda a. Que feraient les Congolais dans l'unité constituer une force qui ferait que personne n'ait un autre argument contraire que celui déterminant face à l'adversaire? Mais qu'est-ce qu'on constate? Cette unité manque. Voilà pourquoi le chef de l'État se décarcasse. Il va ici, il va là-bas, il va ailleurs, et il veut, sur le plan de la diplomatie, qu'on comprenne
le cri de la RDC, qu'on comprenne le combat de la RDC. Aujourd'hui, on peut être faible, mais on ne va pas demeurer faible. La conséquence de tout ce que je vous ai détaillé ici, c'est l'infiltration. Au niveau politique, on a injecté beaucoup de non-congolais. Au niveau des services d'intelligence, renseignement militaire et renseignement civil, on a injecté beaucoup de non-congolais. Et au niveau de l'armée, de la police, on a injecté beaucoup de non-congolais. Ce qui ferait que l'État fonctionne normalement, l'État ne fonctionne pas normalement parce qu'il y a beaucoup de traîtrise. Vous êtes dans la ligne, ou sinon en ligne de front. Vous avancez, mais on vous décourage, vous faites le recul. Pendant ce temps, l'ennemi récupère la place. C'est comme ça que ça se fait. Vous êtes dans une réunion, vous montez une stratégie, à l'instant, l'information est connue, et l'adversaire a votre information. Et il fait le plan B. Sinon, le contre-plan de votre plan. Dans ces conditions, c'est difficile. Quand vous manquez un renseignement intelligent, cohérent, mais il est difficile de gagner aussi la guerre. Voilà pourquoi le chef de l'État, vous voyez le chef de l'État mettre l'accent sur ces questions. Mais ceux qui sont en méchante intelligence avec ces gens ne sont jamais d'accord avec la position du chef de l'État. Et ils sont les premiers à les critiquer. Ils aiment trop les critiquer. Une question pourrie pendant longtemps pouvait trouver solution dans 2-3 minutes. Non. Certains esprits faibles vont me dire, sans être à mesure d'analyser la question froidement, mais on avait gagné le 1-23, non? Il est allé réveiller ceux qui dormaient, non? Ça, ce n'est pas connaître la question. Ne pas être au profond de l'analyse de la question de la déstabilisation de la partie Est. Ça, c'est être superfétatoire. Rester dans le présent sans voir l'avenir. Ne pas comprendre les contours de la question sur cette problématique avec le Rwanda. Et on peut agir de cette manière-là, ou sinon réagir de cette manière-là. Tôt ou tard, on finira par gagner cette guerre. Ma conviction. Mais la détermination de chacun, la compréhension de cette question plutôt par chaque Congolais, sera l'élément fort pour la résolution définitive de cette question. Voilà pourquoi, lorsque certains ont compris qu'il y a probabilité d'organiser un quelconque dialogue, d'autres quittent ici, rejoignent le mouvement de Nanga, rejoignent le 1-23. Parce qu'ils pensent que par le dialogue, comme on a eu l'expérience à Sun City, on a vu Roger Lumbala revenir ici, on organise les concertations. Il est là demain, il a le pouvoir. Ils ont cru qu'en allant, lorsqu'il y aura dialogue, on partage le pouvoir, ils vont se retrouver. C'est le cas de notre frère Jean-Jacques Mamba et le reste. Quelle sorte de dialogue que nous pouvons accepter aujourd'hui? Et le chef de l'État dit, le dialogue c'est avec le Rwanda. Mais Pascal dit, oui, c'est bien, notre chef. Mais on peut aller au-delà du Rwanda parce que, comme j'ai commencé au début ici, Lumumba nous dit, la Belgique veut balkaniser le pays. La question de la balkanisation, ses initiateurs, c'est l'Angleterre, c'est la Belgique, c'est les États-Unis. Personne ne peut oublier, sur le plan de l'histoire, que nous allions être colonisés par l'Angleterre. L'Angleterre a la carte, sinon la cartographie de notre pays. Et c'est comme ça que vous voyez l'Angleterre passer directement au Rwanda, ne passe pas par nous, mais curieusement la Belgique qui allait nous soutenir, mais la Belgique a ce plan depuis longtemps et aussi rejoigne les autres. Donc, le chef ne veut pas le dialogue avec le 23, totalement raison. Il veut le dialogue avec le Rwanda, l'instigateur, mais moi je dis le vrai instigateur, c'est la Belgique et l'Angleterre, ainsi que les États-Unis. Merci beaucoup. J'ai bien voulu vous présenter la question de cette manière. À chacun d'apporter sa pierre dans la construction, ça m'aidera
pour que j'ajuste d'autres points de vue, d'autres arguments prochainement, parce que cette question, c'est une question nationale. Mais l'incomble, c'est que vous allez voir, pendant que nous réfléchissons comme ça, au lieu qu'on réfléchisse ensemble pour l'intérêt de notre communauté, les gens seront dans les critiques. Et observez, nous qui sommes à Kinshasa, le comportement que nous affichons pendant que nos frères et sœurs meurent à l'Est à cause de cette guerre injuste. Le jour où nous allons comprendre, nous allons nous habiller du patriotisme exagéré. Je crois que même eux, là, auront compris que trop c'est trop. À ce stade, on peut arrêter, on peut voir la vie autrement. Merci, à la prochaine.